Alexandre, on a beaucoup parlé de la filière batterie. Beaucoup pour les mauvaises raisons dans les derniers mois, malheureusement. Eh bien, le vérificateur général lance une enquête, d'ailleurs, sur l'aide qui a été amenée à la filière batterie. Ouais, finalement, diront certains, parce que c'est quand même une enquête qui est réclamée là, depuis un bon moment, oui, par les oppositions, mais par plusieurs autres acteurs du milieu économique et politique. Et là, c'est officiel, on l'ouvre, cette enquête sur l'aide financière donc, qui a été donnée par le gouvernement à la filière batterie, parce que c'est de l'argent pas mal qu'on a perdu là, en tant que nation sur ces projets-là. Je rappelle, c'est 180 millions de dollars qui sont perdus avec Lion Électrique, 270 millions de dollars qui sont perdus avec Nordvolt, 21 millions de dollars qui sont perdus avec Taiga Motors. Heureusement, là, c'est pas tout du 2,2 milliards à peu près là, qui ont été consentis à 17 entreprises différentes par le gouvernement qui ont été perdus. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des projets qui sont juste jamais arrivés. Il y en a d'autres qui ont été complètement retardés, d'autres qui ont fait faillite, ce qui fait en sorte qu'au moins, entre gros guillemets, on n'a pas perdu là, 2,2 milliards de dollars au grand complet. Mais c'est surtout des inquiétudes sur la transparence là, de ces ententes-là puis de ces allocations qui ont été données, qu'on veut révéler du côté du vérificateur général du Québec. Là, à savoir, c'était quoi exactement les modalités qu'on avait mises en place là, pour donner autant d'argent. Et donc, on a décidé d'ouvrir au public toutes les informations qui pourraient être pertinentes dans un appel sur le site web du vérificateur général du Québec. Là. Donc, n'importe qui, si vous avez des informations, des questions, des commentaires, même, vous pouvez tout envoyer au bureau du vérificateur général pour faire avancer la cause. Et cet audit-là devrait être rendu dans un rapport final d'ici la fin de l'année, d'ici fin 2025. Et on va continuer d'analyser de manière indépendante, donc la manière dont on a accordé toute cette aide du côté du vérificateur général. Je t'avoue que ça me rassure, Alex, je sais pas pour toi, qu'il y ait des vérifications. Là, au moins, là, je sais que le nom du vérificateur le dit, mais quand il se donne autant d'argent, personne ne regarde ça, du moins qu'il n'y a pas d'apparence, de transparence, c'est certain que ça devient plus compliqué. Là. 2-3 réflexions en lien avec ça. D'abord, moi, je suis estomaqué de voir à quel point l'espèce de virage vert, à quel point on a pris le champ là, avec ça, et rapidement. Là. Il y a eu une succession de mauvaises décisions dans ce dossier-là. Un alignement aussi pratiquement parfait des planètes sur la scène internationale, avec, entre autres, le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, qui est venu vraiment ralentir la transition énergétique. Ajoutons à ça aussi toutes les incohérences des deux paliers de gouvernement en ce qui concerne les subventions pour encourager les gens à faire la transition vers des véhicules électriques. Et là, t'as pratiquement le cocktail parfait, à un point tel que, puis on a vu les grands constructeurs et les membres de l'industrie automobile aussi, a commencé à remettre en doute les fameuses cibles. On s'était donné pour 2035 de vendre uniquement des véhicules verts. Moi, je n'y crois plus là, dans ce contexte-là. Puis c'est extrêmement malheureux parce qu'on va reculer là, des décennies et des décennies en arrière. Mais en même temps, il faudra se faire un peu d'introspection puis se regarder dans le miroir également. Quelles seront les prochaines étapes? Là, il y a toutes sortes d'informations qui disent peut-être que le fédéral ramènerait une certaine subvention aux véhicules électriques. Est-ce que ce sera dans le prochain budget? On ne le sait trop. Et ajoutons à ça, parce que c'est multifactoriel, mais ajoutons à ça toute la question des tarifs. Là. Ouais. Et autant où les réactions sont très, très, très froides pour ce qui est de l'Union européenne, moi, je vous le dis, là, vendredi, le 1er août, c'est la date limite là, dans le but de s'entendre avec les États-Unis, il y a un piège qui guette Mark Carney aussi. Parce que le piège qui guette Mark Carney, advenant le cas d'une signature d'une entente un peu à l'image de l'Union européenne. On parle de 15 %, mais dans les faits, l'Union européenne va payer 3 fois plus de tarifs que l'Union européenne en payait auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des chefs d'État de l'Union européenne dénoncer, décrier sur la place publique cette entente-là. Il risque d'arriver la même chose au Canada si Mark Carney met le genou à terre devant Donald Trump et signe une mauvaise entente vendredi. Là, ce seraient les premiers ministres des provinces. Pensons à Doug Ford en tête de liste, qui lui voulait une réplique dollar pour dollar. Pensons également à Mme Smith en Alberta. François Legault donne pas sa place également. Alors, le même piège guette un peu Mark Carney pour ce qui est des tarifs là, ce vendredi.
Pierre Poilievre, on s'en souviendra, dans Carleton, sa circonscription originelle, où il n'a pas été élu d'ailleurs dans la dernière campagne électorale, avait un bulletin de vote là, immense. Alors là, Poilievre n'a pas été élu, devra se présenter dans une circonscription en Alberta. Il y a un député qui lui a laissé son siège, déclenchement d'une partielle. Et là, on se demandait, est-ce qu'on va assister au même spectacle? On assiste non seulement au même spectacle, mais un spectacle encore plus gros. Là. On vient de battre un record parce que lorsqu'il était dans sa circonscription, c'était 91 noms là, de noms qu'on avait mis dans sa circonscription. Là. On se comprend, ça, c'est un bulletin de vote qui est imprimé sur 1 mètre de long. Ce qui est complètement ridicule. Qu'on présentait aux électeurs. Et là, cette fois-ci, on l'a battu, puis pas à peu près, dans Battle River Crowfoot, cette circonscription de l'Alberta où il va se présenter dès le 18 août prochain. 209 candidats qu'on retrouve sur le bulletin de vote, ou du moins qu'on aurait retrouvé sur le bulletin de vote, si ce n'était que c'est tellement long qu'Élections Canada sont obligés de faire, pour la première fois de leur histoire, un bulletin de vote différent. Ça va être un espace blanc et t'écris le nom du candidat ou de la candidate que tu veux appuyer, point à la ligne. Là, tu ne coches pas un nom. Donc, il va falloir, on se comprend, écrire lisiblement puis pas à peu près. Sur des bulletins de vote, ça risque de mener à un dépouillement qui va être pas mal plus long également. Là, heureusement que c'est juste une partielle puis que c'est pas une élection générale. Mais on se comprend, c'est pas arrivé en criant ciseaux là, autant de noms là-dessus. C'est une fois de plus le Longest Ballot Committee, le comité du bulletin de vote le plus long, qui, eux, le manifestent pour une réforme du mode de scrutin. Et comme pour imaginer à quel point notre système est vétuste, poussiéreux, eux se disent, regarde, on va aller mettre le plus de candidats possible sur des bulletins comme ça pour montrer à quel point c'est ridicule qu'on puisse justement faire ce genre de choses-là. Et là, on a droit à un record. Je le dis, c'est un record pour Élections Canada. Et du côté de Pierre Poilievre et des conservateurs, on dénonce une tentative de semer la confusion, de noyer le vote de Pierre Poilievre à cette partielle-là. Dans tous les cas, c'est spécial puis c'est du jamais vu, Alex. C'est complètement ridicule, honnêtement. Là, je veux dire, ça démontre les failles de notre système actuel. J'ose espérer qu'on va réussir à corriger ça parce que là, ça vient juste... L'objectif, c'est juste d'écœurer Pierre Poilievre. Est-ce que c'est dans d'autres circonscriptions? Comme par hasard, c'est toujours dans la circonscription du chef conservateur? C'était déjà arrivé à l'élection partielle de LaSalle-Aymar-Verdun à l'automne dernier. Là. On avait fait ça dans une autre élection partielle, puis là, c'était pas Pierre Poilievre qui se présentait. Mais ça amène rien de constructif. C'est juste complètement ridicule. On fait perdre notre temps au système. Mais ça décourage les électeurs aussi. Je veux dire, t'arrives devant un... Excuse-moi, mais moi, j'arrive devant un bulletin de vote qui a 200 noms. Je sais pas, c'est décourageant de savoir qu'il y en a 200 qui se présentent. Tu peux pas t'informer sur chacun d'entre eux. C'est pas la première fois pour autant qu'il y a des coups comme ça déclenchent. Je rappellerai que le parti Rhinocéros avait présenté, entre autres, contre Maxime Bernier, un autre candidat qui avait exactement le même nom, juste pour semer la confusion. Bref, je pense qu'on n'est pas au bout des farceurs puis des gens qui veulent venir se moquer un peu de notre système. Alors, à New York, encore une tuerie de masse, 4 morts, et le tireur aurait retourné l'arme contre lui. Ouais, c'est ce qu'on apprend, alors que les premières informations là, qui ont filtré à CNN tout à l'heure disent que ce serait la NFL qui aurait été visée, la Ligue nationale de football, là, qui était dans le bâtiment, le 345 Park Avenue, immense immeuble de bureaux qui habite également là, la financière Blackstone, le cabinet d'Audi KPMG également, et les locaux, comme je le disais, de la National Football League. Et donc, on a vu un homme descendre sur les caméras de surveillance là, d'un véhicule avec un fusil d'assaut M4 et s'est mis à faire pleuvoir des balles sur le hall d'entrée où se trouvait d'ailleurs un policier qui a perdu la vie, 3 autres personnes, une femme, 2 autres hommes qui ont été tués également, d'autres personnes qui sont dans un état critique en ce moment. Et donc, on essaie de comprendre là, les motifs, encore une fois, d'un tireur qui aurait des antécédents, de problèmes psychiatriques, qui vient de Las Vegas. Et là, ça a pris des centaines de policiers, hélicoptères. On a évacué les bâtiments, les immeubles gigantesques là, qui se trouvent dans ce quartier-là à New York, un peu partout autour. Vraiment, ça a déclenché toute une cohue. Puis tu dis encore, Alex, mais oui, c'est encore une fois aux États-Unis une autre fusillade. Je rappelle qu'en 2024, selon l'ONG Gun Violence Archive, 16 000 personnes sont mortes par arme à feu. On compte pas les suicides.
là-dedans. On ne compte pas les suicides. 16 000 personnes en un an. Il n'y a pas un pays sur la planète où il y a autant de morts par arme à feu. Et il n'y a pas un pays sur la planète où il y a autant de fusils par habitant. Tiens. Ouais. Et je vais ajouter à la liste de statistiques que tu viens de nous mentionner, des chiffres pertinents, moi, un chiffre qui m'a soufflé ce matin. C'est la 254e fusillade, tuerie de masse aux États-Unis depuis le début de l'année. Ouais. On est à la fin juillet. Tuerie de masse, c'est 3 personnes et plus, 2 personnes et plus, 3 personnes incroyable. Et plus, je pense. Alors, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de prise de conscience aux États-Unis, tant et aussi longtemps que... 4 victimes sont recensées. Ah, ben tu vois... Excluant le meurtrier. Excluant le tireur, on exclut donc les 1, 2, 3. Exact. Ben oui, c'est ça. Alors, tant et aussi longtemps qu'on va s'en faire pratiquement plus de ce côté-ci de la frontière qu'eux-mêmes se soucient de cet enjeu-là. Les choses ne changeront pas aux États-Unis. Thoughts and prayers. C'est toujours des pensées, des prières. Toujours le cliché. C'est toujours le cliché. Je te dirais que ça m'étonne même que ce soit encore en tête de manchette. Là, je viens d'aller voir sur CNN, sur Fox News, tellement qu'ils banalisent ces violences-là. Alors, encore une fois, l'horreur à New York. Et on va répéter à peu près la même histoire dans 2-3 jours, au rythme où les choses avancent. Hey, fin juillet, 254 tueries de masse. Incroyable. Ghislaine Maxwell presse la Cour suprême et le président Trump d'annuler sa condamnation. Ouais, c'est drôle, hein? Quelques jours après avoir rencontré l'ancien avocat personnel de Donald Trump, qui est désormais le numéro 2 du ministère de la Justice, Todd Blanche, ben Mme Maxwell pousse encore cet appel qu'elle a envoyé là, à la justice, la renvoie de nouveau. Là. C'est ce qu'elle avait fait plus tôt cette année, elle dit en avril, semble-t-il, vers la Cour suprême, mais veut la remettre de l'avant parce qu'elle argumente qu'elle était protégée par une entente que Jeffrey Epstein avait conclue avec les autorités fédérales en Floride. Sauf que ben, la Cour d'appel avait déjà tranché en disant ça s'applique pas à l'État de New York, madame, ça s'appliquait à la Floride. Et donc, elle était condamnée pour 20 ans de prison depuis 2022 pour trafic sexuel. Mais là, elle relance son appel, comme je dis, tout de suite après avoir parlé à un des boss du ministère de la Justice. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'on lui a dit que c'était une bonne marche à suivre puisque la Cour suprême appuie à peu près tout ce que le président Trump met de l'avant? Est-ce que ça a rapport avec, encore une fois, le fait que hier, en Écosse, le président Trump s'est fait questionner par la presse sur un possible pardon à Ghislaine Maxwell et a répondu une fois de plus, j'ai le droit de faire ça si ça me tente? Grosso modo, on se pose des questions alors que, d'ailleurs, parlant de Donald Trump hier en Écosse, il a dit qu'il n'avait jamais eu le privilège de se rendre jusqu'à l'île de Epstein où étaient commis toutes sortes de crimes sexuels. C'est rien, mais rien, sincèrement, pour améliorer l'espèce d'aura, de mystère, puis franchement de conspiration, là, j'en ai vu beaucoup dans ma vie, qui semblent être créés par les républicains eux-mêmes autour de cette histoire-là. Sincèrement, je ne sais que dire si ce n'est que Mme Maxwell risque fort bien d'être libérée éventuellement cette année si ça continue comme ça. Là. C'est pas impossible. Puis quand on a eu cette rencontre-là, échelonnée sur 2 jours, là, entre le numéro 2 du département de la justice américain, qui est l'ancien avocat personnel de Trump, et Ghislaine Maxwell, le questionnement que j'avais, c'était est-ce que cette rencontre-là est pour le bien commun? Est-ce que c'est pour, je sais pas moi, coffrer les grossiers personnages qui ont profité justement de ce système de trafic sexuel, ou c'est pour protéger les arrières du président? Est-ce que c'est réellement pour les victimes, pour rétablir la justice, ou c'est pour sauver la face du Donald, qui a répété d'ailleurs les mêmes absurdités en disant non, la lettre, ça peut pas être moi. La fameuse lettre là, pour le 50e anniversaire, la lettre salace pour Jeffrey Epstein, je ne dessine pas. Ça peut pas être moi, je ne dessine pas. On se souviendra de ce que tu nous as montré, des beaux petits dessins de ces gratte-ciel à New York. On revient chez nous. Il y avait eu cette opération dans la rivière des Mille-Îles, à Deux-Montagnes, où on avait retrouvé plusieurs carcasses de voitures. Et une de ces carcasses-là appartenait à un homme qui était disparu depuis les années 80, Robert Saint-Louis. On a eu certaines expertises là, sur les ossements retrouvés à l'intérieur du véhicule qui viennent confirmer que c'était bel et bien. Ouais, voilà. Ce qui devait être confirmé l'est désormais officiellement au-dessus de 37 ans après le début de l'enquête qui a été lancée là, par la police de Laval.
on vient de fermer les dossiers, de fermer les livres. Confirmation finale là, pour la famille de la victime dans cette histoire-là, alors que ça appartient bel et bien, ces ossements-là, à Robert Saint-Louis. Je rappelle, là, c'est l'organisme Exploring with a Mission, hein, des YouTubers qui cherchent un peu partout en Amérique du Nord des cas de disparition dans des cours d'eau comme ceux-là. Et je rappelle, ils ont découvert là, dans cet endroit-là de la rivière des Mille-Îles, près de Deux-Montagnes, 7 ou 8 autres véhicules à part les deux autres, celui de Robert Saint-Louis puis un autre qu'on aurait déjà extirpé de la rivière. Et là, ça amène plus de questions que de réponses. Là. Si on est capable de fermer les livres sur l'affaire Robert Saint-Louis, ça en ouvre toutes sortes d'autres. Là. Comment ça se fait qu'il y a autant de véhicules, tous dans le même coin? Y a-tu des ossements dans les autres véhicules aussi? Est-ce qu'on s'est juste débarrassé de véhicules? Est-ce qu'on s'est débarrassé de d'autres personnes également? Dans le cas de Robert Saint-Louis, semble-t-il que ce serait un suicide. Là, c'est la thèse principale. Mais il y a quand même, évidemment, là, un reste d'enquête qui va se faire juste pour essayer de comprendre exactement comment s'est ramassé le véhicule. Mais pour ce qui est de la disparition de Robert Saint-Louis, c'est finalement élucidé hors de tout doute. Sur la scène culturelle, Marianne, on fait le bilan de Juste pour rire. Juste pour rire qui se déroulait du 16 au 27 juillet, donc ça s'est terminé dimanche. Et là, le journal est revenu avec le PDG de Juste pour rire, Just for Laughs, Sylvain Parent-Bédard, sur les bons coups de l'édition 2025 et aussi qu'est-ce qu'on espère pour les prochaines années. Parce que on se rappelle qu'en novembre dernier, Comédia a acquis certains actifs de Juste pour rire. Et à ce moment-là, Sylvain Parent-Bédard disait être très nerveux, très inquiet avec tout ce qu'il y avait à bâtir parce qu'il n'y avait pas de commanditaire, il n'y avait pas de télédiffuseur, il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas de billets, il n'y avait pas d'artiste, il n'y avait vraiment rien. Et là, au lendemain du festival, il se dit quand même très satisfait de la première édition. Il dit que ça s'est avéré au-delà de ses attentes, au-delà des attentes de l'industrie même. Il y a plus de 175 000 festivaliers qui ont assisté à des spectacles en salle à Montréal. Il y a 500 artistes qui sont venus de partout dans le monde pour participer au festival Juste pour rire. L'achalandage extérieur était complètement massif. La rue Sainte-Catherine, ça débordait. La même chose, la place des festivals aussi. À plusieurs soirs, ça a été un achalandage complet. Dans les bons coups, évidemment, en français, on parle du temple de la renommée de Juste pour rire qui a intronisé les Boys, le gala de la francophonie avec plusieurs grands noms d'ici mais également d'Europe. Et en anglais, le spectacle New Faces of Comedy qui présente des nouveaux talents de l'humour, le gala d'Alan Cumming à l'Espace Saint-Denis. Et le clou de la programmation, ça a été la présence de l'acteur Ryan Reynolds au Just for Laughs Awards. Et là, les points à améliorer. Bon, il dit que l'expérience des festivaliers pendant les captations télé de certains événements serait à revoir. Il y a quand même 50 heures de production télévisuelle qui a été réalisée pendant le festival. Et pendant le festival, il y a aussi le volet off Juste pour rire qui met en lumière des humoristes qui sont moins connus pour faire leur premier pas devant le public montréalais. Et ils trouvent que la distinction entre le Juste pour rire et le off Juste pour rire était peut-être pas assez claire, même si le off a quand même enregistré plus de 60% d'atteinte de capacité à ces spectacles-là. Mais ils songent ramener le nom du ZooFest qui était déjà bien connu du public, des médias depuis environ 15 ans avant la faillite de Juste pour rire. Donc c'est sûr que c'est à revoir. Et pour l'édition 2026, en plus du quartier des spectacles et aussi de la place des festivals, on pense à ajouter un deuxième pôle d'activité, mais dans le quartier latin, autour de l'espace Saint-Denis. Donc, le festival s'est terminé dimanche et là, c'était l'édition de Montréal. Ça vient tout juste de terminer, mais là, on se tourne les yeux vers Québec pour Juste pour rire Québec qui va se tenir au mois d'août. C'est du 6 au 23 août. Bien de voir le succès de cette nouvelle édition. Ben oui. Et au sport, Alexandre, à l'Omnium Banque Nationale, la retraite qui va devoir attendre pour Eugénie Bouchard. Oui, qui passe au deuxième tour. Elle l'a emporté là, au troisième set et c'était toute une foule électrisée là, qui a accompagné Eugénie Bouchard là, tout au long de son match. On s'entend, là, elle a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite à la fin du tournoi, sauf si, et c'est ce qu'elle a blagué, sauf si elle gagne le tournoi. Elle dit, je vais peut-être pas prendre ma retraite finalement, mais c'était là, les olé, olé, olé des beaux jours là, qui résonnaient là, à l'intérieur du stade, même si Eugénie Bouchard n'a pas joué un tournoi
tournoi majeur depuis 2 ans, hein, qu'elle n'a pas gagné même une partie en circuit de la WTA là, depuis 2 ans. Ben là, voilà que c'est fait. Ça ravit le public montréalais. Ça avait l'air de faire beaucoup de plaisir à Eugénie Bouchard elle-même, là, qui, pendant son entrevue de fin de match, s'est fait crier un « We love you » dans les estrades, puis elle a répondu « Love you too ». Ben fort. Non, c'était des belles scènes. Tu l'as bien. J'ai écouté la première manche. Parce que vous comprendrez qu'après, il faut que j'ai pas le choix. Hein? J'ai un couvre-feu. On a vu des flashs de la Eugénie des beaux jours, de 2014. Elle qui vraiment n'avait pas gagné au Canada depuis 2016. Donc, la victoire d'hier contre Arango en 3 manches de 6-4, 2-6 et 6-2, ça fait du bien. On la sentait combative. Et là, celle que j'ai hâte de voir aujourd'hui, et j'y serai tantôt, là, c'est Leylah Fernandez. Son entrée en scène après avoir remporté le tournoi à Washington. Elle va affronter l'Australienne Maya Joint, qui est 45e raquette au monde. Fernandez a fait un bond là, au classement, 24e raquette au monde depuis sa belle victoire à Washington. Est-ce qu'elle arrivera portée par ses succès à Washington ou elle arrivera peut-être un peu fatiguée? J'ai quand même hâte de voir, mais ça promet. On aura du tennis de qualité à Montréal pour les 10 prochains jours.